Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Depuis jeudi dernier, des manifestations secouent les rues et la politique espagnole. Alors pour comprendre le contexte de ces protestations, il faut revenir quelques années en arrière, en 2017. Alors derrière Carles Puigdemont, vous allez me dire si je le prononce bien, Santiago Musio, Carles Puigdemont, les responsables politiques et indépendantistes catalans déclarent de façon autonome l'indépendance de leur territoire, de la Catalogne. Ils se basent alors pour cela sur un référendum d'autodétermination qui est illégal et qui n'enregistre d'ailleurs que 40% de participation des électeurs. Cette annonce engendre évidemment une crise traumatisante pour la politique espagnole et très vite, le Conseil constitutionnel déclare l'invalidité de cette loi. Les dirigeants indépendantistes sont alors condamnés à la prison pour cela et certains se sont enfuis. Carles Puigdemont fuit alors en Belgique pour échapper à toute poursuite judiciaire. Mais ce jeudi, Pedro Sánchez, donc Premier ministre socialiste espagnol, se déclare favorable à l'amnistie des indépendantistes catalans, dont Carles Puigdemont. Alors, les Espagnols dénoncent alors un calcul électoral qu'ils jugent antidémocratique. En effet, donc Pedro Sánchez espère par là s'assurer le soutien des indépendantistes et ainsi mettre fin au coude à coude qu'ils mettent depuis les dernières législatives, donc avec Yolanda Díaz, membre du Parti communiste d'Espagne, et Santiago Abascal, le chef de file du parti populiste Vox. Alors, dans cette période de tension, l'ancien président du parti Vox, Alejandro Vidal Quadras, a été touché au visage en pleine rue à Madrid. Il a été victime d'un tir au visage. Son pronostic vital n'est pas engagé, n'est pas en danger. Et hier, des centaines de milliers de manifestants se sont rendus dans les rues de 52 grandes métropoles d'Espagne pour dire non à l'amnistie. Alors, pour en parler ce matin, nous sommes avec Santiago Musio. Bonjour Santiago Musio. Bonjour Corentin. Alors vous êtes avocat, vous êtes directeur de l'ICEP à Madrid. Alors on l'a vu, la droite espagnole, une partie de la magistrature, mais aussi certains membres du Parti socialiste de Pedro Sánchez considèrent que cette mesure d'amnistie, elle va à l'encontre des principes d'égalité, du principe d'unité territoriale et de la séparation des pouvoirs en Espagne. Alors pourquoi cette amnistie fait autant polémique chez vous en Espagne ? Alors, il faut comprendre la motivation profonde de cette amnistie, vous l'avez dit, mais je vais insister là-dessus. La seule motivation que trouve Pedro Sánchez pour proposer cette loi d'amnistie, c'est pas lui qui la propose d'ailleurs, c'est de pouvoir perdurer dans le fauteuil de Premier ministre pendant 4 années supplémentaires parce qu'il lui manque quelques voix pour pouvoir être investi probablement cette semaine. Et ces quelques voix, il allait les chercher dans le parti indépendantiste catalan, Junts, qui a élu 7 députés lors des dernières élections du 23 juillet. C'est un coup d'État institutionnel, ce qui est en train de se passer en Espagne, et c'est extrêmement grave, non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour l'Europe, et je vais vous préciser pourquoi. Mais auparavant, juste préciser, donc, en fait, on a un Premier ministre sortant qui veut perdurer dans son siège pendant 4 années supplémentaires et qui donc s'est rapproché de Junts. Et Junts lui a dit, nous on est d'accord pour vous donner nos voix, mais à ce moment-là, il faut que vous amnistiez toutes les personnes qui sont inculpées pour les événements de 2017. Et quand je dis toutes les personnes, c'est pas seulement Puigdemont que vous avez cité, qui aujourd'hui qui évade la justice espagnole et qui est retranché à Bruxelles, mais c'est aussi des personnes qui à cette occasion ont commis des délits de droit commun. C'est-à-dire, c'est comme si vous graciez tout le monde et nous, en contrepartie, on vous donne nos voix pour que vous puissiez être investis. Je te gracie, tu votes pour moi. C'est ça le deal. C'est exactement ça le deal. C'est un coup d'État, c'est jamais vu dans cette magnitude-là en Espagne. Le premier gouvernement était illégitime, le premier gouvernement de Pedro Sánchez, mais celui-ci sera probablement illégitime et illégal. Et à tel point c'est illégal que ça a été dénoncé par tous les syndicats, quasiment tous les syndicats des magistrats en Espagne, ça a été dénoncé par les ordres professionnels des avocats. Hier ou avant-hier, la Guardia Civile, les 5 syndicats les plus importants de la Guardia Civile ont aussi fait un manifeste en train de dire que cette amnistie était illégale. Et non seulement elle est illégale, mais elle est d'autant plus grave qu'elle propose, et en fait ce sont des conditions qui ont été négociées par les indépendantistes catalans. Elle propose elle ouvre la voie à la possibilité d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de la Catalogne et l'autodétermination de la Catalogne. Alors pourquoi je vous disais que c'est une situation qui est extrêmement grave, pour l'Espagne, parce qu'on est en train de voir une
possible future partition du territoire espagnol. C'est gravissime. Mais pour l'Europe aussi, et c'est ce que les auditeurs français doivent bien comprendre, c'est que si l'Europe accepte ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, je vais vous prendre un exemple très concret en France, demain la Seine-Saint-Denis pourra dire nous on se considère majoritairement pas français, et ils pourront, si le séparatisme arrive à vaincre en Espagne, la Seine-Saint-Denis, dans 10 ans, pourra faire exactement la même chose en France en train d'utiliser le précédent espagnol. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave, non seulement en Espagne, mais aussi partout dans toute l'Europe. Alors, il y a Alejandro Vidal-Quadras, on en a parlé, donc, qui a été victime d'un attentat. Pour lui, il a dénoncé un accord infâme qui triture l'état de droit en Espagne et met fin à la séparation des pouvoirs. Il explique également que l'Espagne va devenir une tyrannie totalitaire. Il explique, nous les Espagnols, nous ne laisserons pas faire. Donc, c'est ce parti Vox, il a véritablement été le chef de file contre justement ce qui se passe, contre le Parti socialiste qui essaye donc de faire ce coup d'État espagnol. Oui, il faut comprendre qu'il y a deux droites aujourd'hui en Espagne. Vous avez la droite traditionnelle qui est incarnée par un parti politique qui s'appelle le PP. La droite plutôt centriste, ce serait l'équivalent des Républicains en France. Et vous avez un parti, l'unique véritable parti de droite espagnol qui s'appelle Vox et qui pourrait être incarné en France plutôt par Reconquête ou par le Rassemblement national. Tout à fait. Lors des élections les élections du 23 juillet 2023, donc de cette année, et préalablement à cette élection, le Parti populaire espagnol, donc le parti de droite, de centre-droite, le parti de la droite un peu molle espagnole, a passé toute son élection, au lieu de dénoncer la désastreuse et calamiteuse gestion des 4 dernières années du gouvernement faite par les socialistes, qu'il faut rappeler, ils ont une des quarantaines les plus dures dans l'Union européenne, un des taux d'endettement les plus forts, une économie qui est brisée, avec une inflation très très forte, environ 30% pour les produits ménagers, pas l'ensemble de l'inflation espagnole, dans ce qui concerne les achats des ménages très élevés. Au lieu de dénoncer tout ça, le parti de centre-droit molle a préféré passer toute sa campagne à essayer de se différencier de l'extrême droite et agiter les épouvantails de l'extrême droite. Moyennant quoi, ils ont réussi à perdre une élection qui semblait acquise à la droite tellement le gouvernement de Pedro Sánchez était mauvais, et ils ont réussi à faire remonter Pedro Sánchez qui au final de tout cela n'a pas fait une si mauvaise élection et s'est retrouvé aux portes de pouvoir perdurer dans le pouvoir. Sauf qu'il lui manque quelques voix, et ces quelques voix sans vergogne en train de créer un coup d'État, vraiment, véritablement, c'est le mot, c'est un coup d'État institutionnel. Il va aller chercher avec les séparatistes, pas seulement les séparatistes catalans, mais avec le parti des séparatistes basques aussi, avec lequel il a signé un accord ce week-end. Donc des gens qui ont été condamnés par la justice, on le rappelle, oui. Des gens qui ont commis des attentats, des terroristes. Des terroristes. C'est-à-dire, on a un Premier ministre en fonction qui est en train de discuter avec des terroristes qui ont été condamnés, qui ont du sang sur les mains, qui ont tué des vies innocentes, qui ont tué des vies de femmes, d'enfants, qui ont terrorisé toute une population en Espagne. Et là, il a accordé avec eux, par exemple, que la reconnaissance future d'une nationalité basque. Donc on est en train de voir devant nous, si vous voulez, pour que vos auditeurs se donnent un peu un exemple, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'aujourd'hui, on se retrouve quelques années en arrière en Espagne et qu'on est dans une situation qui est proche de la situation qu'il y avait en 1933-1934 en Espagne. Donc évidemment une situation de violence, on l'a vu, cette tentative d'assassinat dramatique qui a provoqué aussi l'embrasement des manifestations. Pourquoi il y a je vous interromps sur Vidal Quadras, parce que c'était il a été professeur à notre TEP pendant 2 années. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien et auquel... Donc il a été professeur, Santiago Muzio, professeur à l'ICEP, dont vous êtes le directeur. Tout à fait, pendant 2 ans. Et en fait, Alejo, qui est une personne d'une grande valeur et qui représente énormément, en Espagne, c'est un personnage très connu, c'est quelqu'un qui incarne quelque part les idées de la droite aussi. Il sortait de la messe. Il a été interpellé par un homme en moto selon les modalités du crime organisé sud-américain qui s'est approché de lui et qui lui a tiré une balle à bout portant en plein visage. Heureusement,
je crois qu'on peut dire miraculeusement. C'est pas anodin qui sortait de la messe. Cette balle a fracturé la mâchoire et est rentrée par le côté droit et sortie par le côté gauche et n'a pas touché aucun organe vital. De fait, il est aujourd'hui hors de danger, même s'il est encore hospitalisé, etc. Alejo a été pendant très longtemps, il a travaillé avec tous les régimes d'opposition des ayatollahs iraniens et lui-même aurait indiqué à l'hôpital aux forces, avant d'être opéré aux forces de police judiciaire, qu'il pensait que cet attentat qu'il avait subi était en lien plutôt avec l'Iran. Mais bon, ne serait-ce que en termes de concomitance d'événements, il y a cet attentat le matin et le pacte la même journée, c'est assez surprenant. Tout à fait. Donc, il y a cette... On n'en sait rien de qui est le commanditaire de l'attentat. Pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer. Donc, il y a cette violence à la fois des manifestations et puis évidemment cette tentative d'assassinat. Et aujourd'hui, on a l'impression que finalement, ce n'est pas tant... Enfin, l'amnistie est aussi un prétexte, enfin, en tout cas une occasion pour le parti Vox, pour ce peuple espagnol, de montrer son opposition au gouvernement socialiste. Ça a été très clairement résumé par le chef de Vox, Santiago Abascal, qui a clairement dit hier à tous les caméras de télévision qui l'interrogeaient, ce n'est pas le moment des partis, c'est le moment de l'Espagne. Et c'est le moment du peuple espagnol. Et il a clairement indiqué que Vox était derrière le peuple espagnol. Et ce n'est pas le moment de faire la guerre de partis, comme continuent à faire un peu les politiciens du PP qui organisent des manifestations pour le PP avec des ballons de couleur et de la musique, mais après, ils vont pas aux autres manifestations. Et Santiago Abascal, le leader de Vox, a été présent lors de la manifestation du PP. Il est présent aux manifestations qui sont faites le soir devant le siège du Parti socialiste. Il a continué à indiquer qu'il serait présent dans toutes les manifestations qui soient respectueuses de l'état de droit, bien évidemment, pour simplement en qualité d'Espagnol, pas en qualité du parti, pas en train de faire... On n'est pas dans un moment en Espagne où on peut se permettre de faire de la propagande politique ou d'essayer de tirer cette situation au profit de soi. On est dans une crise institutionnelle, probablement la crise institutionnelle la plus grave depuis les 40 dernières années en Espagne. Il faut bien comprendre ça. Parce que ces gens qui manifestent aujourd'hui en Espagne, c'est plutôt donc ce peuple espagnol de tradition catholique plutôt identitaire, c'est bien ça? Non. C'est le peuple espagnol. Le peuple espagnol est naturellement catholique et de tradition catholique. L'Espagne est un pays qui s'est construit pendant 700 ans face à l'islam. Donc, c'est un pays dans lequel la tradition catholique est peut-être plus forte qu'aujourd'hui, plus vivante peut-être aujourd'hui qu'en France. Le peuple espagnol est de tradition catholique et est très souvent catholique, mais c'est pas des manifestations d'identitaires comme on comprend en France. C'est des manifestations de famille, personnes âgées, avec des enfants, avec des poussettes, c'est des manifestations de patriotes, de gens qui ne veulent pas voler leur patrie et qui sont en train de voir le risque très grave qu'il y a aux portes de l'avenir si Pedro Sánchez réussit son coup d'État. Alors Santiago Muzio, pour les Français, évidemment, quand on parle d'indépendantistes, on parle de personnes plutôt enracinées, des gens qui sont fiers de leur identité, et on a du mal à associer ça, évidemment, à la gauche. On a du mal à associer la gauche et la cause indépendante. Alors pourquoi, aujourd'hui, en Espagne, justement, la gauche est liée à ces indépendantistes ? C'est une question historique. Ça serait un peu trop long de vous l'expliquer dans cette émission, mais effectivement, les partis indépendantistes espagnols sont tous des partis de gauche, voire d'extrême gauche. Donc, il n'y a pas de terreau traditionnel dans ces partis. Bien au contraire, c'est des partis qui ne poursuivent que la sécession avec l'Espagne. Et par exemple, c'est à tel point, je vais vous donner une image qui va être parlant pour vos auditeurs, c'est à tel point... vous vous êtes sûrement posé la question de savoir pourquoi le plus grand nombre d'immigrés d'origine marocaine ou d'origine algérienne et pratiquant la religion musulmane se trouvent en Espagne, en Catalogne, et aussi souvent au Pays Basque. Il y a une raison très claire pour cela, c'est que l'immigration naturelle espagnole et l'immigration de ces colonies, l'immigration d'Amérique du Sud, de la Bolivie, du Paraguay, d'Argentine, d'Uruguay, qui est une immigration
catholique, qui est une immigration de tradition profondément catholique enracinée et qui partage exactement la même culture. Et ben en Catalogne, la Catalogne promeut depuis des années ne veut pas de cette immigration parce que c'est une immigration qui, quand elle débarque en Catalogne, parle l'espagnol. Et donc peut s'assimiler très facilement en train de parler l'espagnol. Eux, ils ne veulent pas de personnes sur leur sol qui parlent l'espagnol. Ils préfèrent des immigrés d'origine marocaine ou algérienne auxquels ils peuvent leur apprendre le catalan. Vous voyez, on en est arrivé jusque-là dans la folie du séparatisme. On en est arrivé à préférer faire venir quelqu'un sur votre sol avec qui vous ne partagez rien du tout que faire venir une immigration qui est naturelle et dans laquelle il y a une continuité culturelle, religieuse et même politique, disons, naturelle. Bien sûr. Alors, Santiago Muzio, est-ce que justement, là, on voit bien qu'il y a donc deux Espagnes, l'Espagne est fracturée, il y a donc cette gauche indépendantiste et cette droite plutôt nationale. Vous pensez que c'est le retour du clivage droite-gauche ou alors c'est un clivage entre justement des mondialistes qui sont pour un régionalisme et face à des nationaux, des patriotes? Oui, mais ce clivage, on le retrouve dans les partis. Tous les partis de gauche sont des partis globalistes, sont des partis mondialistes. Ils essayent de trouver leurs appuis dans des organisations internationales, des financements à l'étranger, dans des organisations internationales. Et le parti nationaliste en Espagne, qui défend la souveraineté de l'Espagne, qui défend la primauté de l'Espagne, qui défend les frontières sûres pour l'Espagne, s'incarne dans un parti qui est le parti nationaliste Vox, qui est celui qui continue à incarner cet amour pour l'Espagne séculaire, pour l'Espagne traditionnelle, pour l'Espagne des campagnes, pour l'Espagne des corridas, pour l'Espagne, pour toute cette Espagne qui a été abandonnée et qui est regardée d'un mauvais œil par tous les technocrates de Bruxelles. Cette incarnation, si vous voulez, de cette Espagne millénaire, de cette Espagne traditionnelle, aujourd'hui, on la trouve qu'au sein du parti Vox et un peu plus largement au sein avec quelques personnalités du PP qui peuvent être compatibles avec Vox. Mais cette incarnation, on la trouve à droite. La gauche espagnole est une gauche complètement mondialiste, complètement globaliste, qui d'ailleurs s'appuie sur toutes ces institutions européennes pour essayer de trouver leur soutien pour briser l'Espagne. Alors Santiago Muzio, dans cette situation en Espagne, on parle de guerre civile, on parle de graves troubles. Vous pensez que la guerre civile, on va vers la guerre civile en Espagne? Vous pensez qu'il y a un retournement politique possible? J'ai pas de boule de cristal et je suis pas prophète pour pouvoir vous dire l'avenir. Mais bon, on ne peut pas écarter un risque de guerre civile, c'est clair. On ne peut pas l'écarter quand on voit que les 5 syndicats les plus importants de la Guardia Civile s'opposent et manifestent qu'ils s'opposent à cette partition de l'Espagne. C'est clair qu'il peut avoir à terme un risque de guerre civile. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on en est à une tentative de coup d'État qui n'est pas encore achevée, qui n'est pas encore consumée. Elle va essayer d'être consumée cette semaine, mais bon, il y a encore des autorités qui ont leur mot à dire. On espère que les tribunaux espagnols feront le nécessaire. On espère que les institutions espagnoles ne se laisseront pas prendre par assaut et peut-être même qu'en dernier lieu, le roi, qui est le garant de la Constitution espagnole, ouvrira sa bouche pour dire quelque chose comme il l'a fait en 2017. Jusqu'à présent, on l'a pas entendu, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Vous voyez, avant que ce coup d'État ne soit achevé, ne soit consumé, il peut encore se passer beaucoup de choses. Ce qui explique d'ailleurs l'ardeur des manifestations. Hier, il y a eu près de 2 millions de personnes qui ont défilé dans toute l'Espagne. Dans 52 grandes villes d'Espagne. 52 grandes villes d'Espagne. On a même vu des images très émouvantes de manifestants isolés, tout seuls, voire 5, 6 en train de manifester au sein du pays basque. Quand on sait le risque que prennent ces gens avec les extrémistes et les indépendantistes basques pour venir manifester à tête découverte, on peut saluer quand même le courage de ce peuple espagnol qui ne veut pas se laisser voler sa nation. Tout à fait. On continuera évidemment à suivre ce courage de ce peuple espagnol qui ne veut pas de ce coup d'État et donc fait tout en sorte pour que la voix du peuple puisse s'exprimer. Merci Santiago Muzio. Je rappelle que vous êtes avocat, je rappelle que vous êtes directeur de l'ICEP Madrid et puis on continuera à suivre cette situation en Espagne avec vous. Merci à vous.